On se trouve en ce moment à l'intérieur d'un réservoir géant qui est normalement rempli d'eau. Mais en ce moment, on effectue des travaux d'entretien et toute l'eau a été drainée, ce qui permet de prendre des photos comme celle-ci. Construire une telle chose prend des années et il faut faire appel à des ouvriers, des chercheurs et des scientifiques de plusieurs pays. Le coût d'un tel projet se chiffre en millions d'euros et pour parvenir à ce résultat, on est même prêt à évider une montagne entière. Je me sers un café et c'est parti. Ne laissez pas de like si vous n'aimez pas ça, mais n'hésitez pas en cas contraire. C'est simplement un rappel discret pour ceux qui oublient de le faire. Rien de plus. La montagne dont on parle s'appelle le mont Nijuugo et il se trouve dans la ville de Hida, dans la préfecture de Gifu au Japon. Hida est une petite ville d'un peu moins de 25 000 habitants. Son économie repose principalement sur le brassage du saké et la fabrication de bougies traditionnelles ainsi que de mitarashi, des brochettes de riz. C'est dans cette ville que les Japonais ont décidé de creuser dans une immense montagne une incroyable grotte artificielle, la plus grande du genre. L'humanité n'avait jamais connu un projet d'une telle ampleur, une grotte gigantesque à 600 mètres de profondeur. Pour mener à bien ce projet, 560 chercheurs de 101 institutions situées dans 21 pays différents ont été sollicités. Ça a coûté 547 millions d'euros. Ça fait presque 1 million d'euros le mètre. Tout a commencé par le creusement d'un tunnel jusqu'au cœur de la montagne. C'est logique, pour creuser dans la montagne une cavité destinée à devenir un réservoir, il faut d'abord y pénétrer et vérifier que les conditions sont bonnes. Ainsi, en 2020, à l'aide d'un nouveau tunnel de 96 mètres de long et d'un forage de 725 mètres de profondeur, des recherches ont été menées afin d'étudier l'état de la roche. Apparemment, tout le monde était satisfait des résultats. La construction s'est poursuivie. Devant l'entrée du tunnel, une cour a été construite, un système électrique installé, ainsi qu'un système d'approvisionnement en eau et de drainage. Le creusement du tunnel d'accès à la cavité principale a commencé en mai 2021. Il a fallu 9 mois pour creuser ce seul passage qui mesure 1,9 km de long. En juin 2022, le tunnel a atteint le centre du dôme du futur réservoir. Mais on n'avait pas fini de creuser. Il restait à créer une voie de contournement faisant le tour de la grotte et destinée à installer des appareils et à mener d'autres travaux. Le tunnel a été creusé, puis ça a été le tour de la grotte. Sa construction a débuté en novembre 2022. C'était l'étape clé du processus de construction. En fait, le but même du projet était de construire cette grotte. Le dôme a été creusé en forme de coquille d'escargot et des ancrages ont été placés au plafond pour agrandir l'espace et assurer la stabilité de la roche. Par ailleurs, c'est plus qu'une simple pièce, elle a une fonction bien précise, mais on y reviendra plus tard. En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, la construction se poursuit et le diamètre final du dôme sera de 69 mètres. Le tout est soutenu par plus de 600 ancrages, car la structure doit supporter la pression d'une montagne de 600 mètres de haut sans bouger d'un pouce. Si tout se passe bien, il s'agira de la plus grande cavité souterraine artificielle au monde. Au fait, le plan initial prévoyait de creuser le réservoir à l'aide d'explosifs. Imaginez à quel point les experts en démolition devraient être compétents pour réussir un tel exploit. Provoquer une telle explosion sous une montagne déjà percée de tunnels pourrait causer l'effondrement de l'ensemble. Mais revenons-en à notre grotte. En fin de compte, la chambre souterraine principale est un cylindre de 69 mètres de diamètre et de 73 mètres de hauteur avec un support en forme de dôme de 21 mètres de haut. Oui, autrement dit, elle est tout simplement énorme. Il est prévu que l'excavation de la partie cylindrique se poursuive tout au long de l'année 2024, après quoi il faudra enduire le réservoir d'un revêtement, ce qui est prévu pour 2025. Ainsi, au total, 260 000 tonnes d'eau seront déversées dans le réservoir cylindrique. Et comme vous pouvez l'imaginer, remplir un tel réservoir n'est pas une tâche facile. En 1996, lorsque le Japon a achevé la construction de son petit frère, il a fallu 2 mois pour remplir ce réservoir de 55 tonnes. On parle ici d'un volume 5000 fois supérieur. Bon, admettons que la technologie moderne permette d'aller plus vite. Malgré ça, après avoir rempli le réservoir, il faudra patienter plusieurs mois avant que l'eau ne soit purifiée. Elle n'est pas destinée à être bue. Il faudra qu'elle possède une qualité particulière.
Les images que vous voyez ont été filmées à l'intérieur du petit frère du réservoir en construction qui contient lui aussi de l'eau ultra pure. Cette eau d'une propreté quasi parfaite avec si peu d'impuretés est caustique. On n'a pas dépensé des millions pour creuser un immense bassin à l'intérieur d'une montagne afin de, je sais pas, servir d'attraction touristique. Non, c'est bien plus intéressant que ça. L'eau elle-même est intéressante. Avec le temps, cette eau pure devient capable de dissoudre des métaux. Les scientifiques l'ont vérifié en laissant tomber un marteau dans le réservoir. Je me demande s'ils l'ont fait exprès ou si quelqu'un l'a fait tomber par accident. Quoi qu'il en soit, après plusieurs années, ils ont ressorti le marteau. À l'intérieur, il était creux. Seule demeurait la coque chromée de l'outil. Je tiens à souligner que la montagne n'a pas été choisie au hasard. Le site de construction se trouve là pour une bonne raison. Quand on construit quelque chose à l'intérieur d'une montagne et qu'on n'est pas un nain de la lignée de Durin, il y a toujours un risque que ça tourne mal. Même avec le dôme, il suffit d'une erreur, d'une faille infime et le malheur arrive. Des centaines de personnes peuvent être ensevelies sans aucune chance d'être secourues. Cette montagne a été choisie spécifiquement pour des raisons de sécurité. Elle est formée de gneiss de Hida, l'un des types de roches les plus solides du Japon. Il s'est formé sous l'effet d'une énorme pression il y a bien longtemps et il devrait pouvoir supporter les travaux effectués à l'intérieur. En outre, il y a d'abondantes réserves d'eau douce à proximité. Mais revenons-en à la structure. J'ai déjà parlé de son gigantisme, de sa hauteur, de son diamètre et tout ça, mais je sais qu'il est difficile de se représenter de telles dimensions. Prenons quelques références. Le cylindre souterrain a une hauteur de 73 mètres. C'est l'équivalent d'un immeuble de 23 étages. C'est grand. Prenons par exemple le Tokyo Dome, une structure massive, un stade couvert à Tokyo d'une hauteur intérieure de 56 mètres. Eh bien, si on place le cylindre à l'intérieur de ce stade, il dépassera le toit. Et outre la hauteur, il y a sa largeur impressionnante. Le diamètre de la grotte est de 68 à 69 mètres, la largeur d'un terrain de foot. Pour faire simple, la Statue de la Liberté tiendrait largement dans notre cylindre, sans son socle. Avec le socle, elle dépasserait de 20 mètres. Maintenant, la question est la suivante. Pourquoi on a construit ça? Qu'est-ce qu'on a l'intention d'étudier là-bas? Et pourquoi a-t-il fallu creuser l'intérieur d'une montagne? La réponse se trouve dans un mot que vous connaissez peut-être, neutrino. Vous savez ce que c'est? Imaginez une particule se déplaçant dans l'espace après l'explosion d'une étoile. Cette particule traverse l'espace à toute vitesse depuis des milliards d'années en provenance d'une énorme supernova, 8 fois plus grosse que notre Soleil. Cette particule est appelée neutrino ou petit neutron en italien. Vraiment tout petit. Les neutrinos sont parmi les particules les plus mystérieuses de la nature, capables de traverser des objets comme s'ils n'existaient pas. On les appelle même particules fantômes, car ils n'interagissent presque pas avec quoi que ce soit, alors qu'ils sont les particules les plus répandues dans l'univers après les photons. En bref, ils sont omniprésents, mais on sait très peu de choses à leur sujet. Environ 100 000 milliards de neutrinos traversent votre corps chaque seconde sans l'endommager. Et le mien? Et toutes sortes d'objets. De nombreux neutrinos arrivent sur Terre en provenance du Soleil et des étoiles. Des neutrinos sont également produits lorsque des rayons cosmiques percutent l'atmosphère terrestre. Même les bananes émettent des neutrinos. De plus, ils sont incroyablement petits et ils n'obéissent pas à la force électromagnétique. Pour être clair, par incroyablement, je veux dire qu'ils sont plus petits que des atomes. Cependant, dans de très rares cas, les neutrinos peuvent libérer des particules chargées lorsqu'ils rencontrent de la matière. Lorsque ça se produit, on observe un faible rayonnement Cherenkov en forme d'anneau, c'est-à-dire une lueur inhabituelle. Mais même en tenant compte de ça, les neutrinos sont très difficiles à étudier. Ils sont 100 000 fois plus petits que les électrons et donc incroyablement difficiles à détecter, même avec les équipements les plus modernes. Les neutrinos ont été découverts vers l'an 2000 et depuis lors, de nombreux efforts ont été déployés pour les étudier. Mais au fur et à mesure qu'on en apprend à leur sujet, de nouvelles questions se posent. Il est évident qu'ils jouent un rôle clé dans la physique des particules, l'astrophysique, les trous noirs et l'univers. Et si on pouvait réellement les étudier, les scientifiques en apprendraient de belles sur notre propre origine. C'est précisément pourquoi ce travail est en cours sous la montagne. Hyper Kamiokande, la raison de tous ces efforts,
sera le plus grand détecteur souterrain de neutrinos au monde et il étudiera la désintégration des protons. Ce gigantesque réservoir rempli d'eau sera équipé de capteurs qui détecteront les flashs survenant lorsque des neutrinos entrent en collision avec des électrons ou des noyaux atomiques dans l'eau. Dans l'eau pure, vous vous souvenez? Cette eau est nécessaire pour augmenter le nombre d'interactions entre les neutrinos et, c'est ça, tout le reste. Protons, neutrons, électrons. J'entrerai pas dans les détails, c'est assez compliqué et très scientifique. Mais ces ampoules que vous voyez sur les murs sont en fait des tubes photomultiplicateurs. Malgré leur apparence, ils n'émettent pas de lumière, mais servent Dieu. Oui, c'est comme un mur couvert d'yeux. C'est un peu étrange. Cependant, le rôle de ces ampoules est de détecter des éclats de lumière invisibles pour l'œil humain. Elles sont si sensibles qu'elles pourraient détecter la lumière d'une lampe de poche qui émettrait de la surface de la Lune. Au total, on prévoit de placer 40 000 de ces capteurs optiques ultrasensibles pour, résoudre les mystères de l'univers et rapporter au Japon un prix Nobel de physique supplémentaire. Un jeu d'enfant. La collecte de données devrait commencer en 2027. Qu'en est-il du petit frère de notre immense réservoir? Sous une montagne du centre du Japon, une expérience similaire a eu lieu qui a coûté la bagatelle de 128 millions d'euros. C'était l'une des plus grandes mines de zinc du Japon et c'est aujourd'hui l'une des expériences scientifiques les plus réussies. C'est au fait un détecteur de deuxième génération, la première ayant déjà permis de rapides progrès en matière de recherche sur les neutrinos. La deuxième a révélé les propriétés des neutrinos les unes après les autres. Pas étonnant qu'on place beaucoup d'espoir dans le troisième détecteur. La science a progressé. Les scientifiques s'appuient sur l'expérience acquise grâce aux deux premiers dispositifs. Et le détecteur est plus grand, ce qui signifie plus d'eau, plus d'ampoules. En principe, il devrait être encore plus efficace. Étant donné que les deux expériences précédentes ont donné lieu à l'attribution d'un prix Nobel de physique, les attentes sont élevées. Au fait, pourquoi on construit ça sous terre? D'abord dans une mine, puis sous une montagne. On pourrait pas simplement trouver un terrain et y construire un énorme entrepôt? C'est possible, mais les résultats risquent d'être bien moins bons. Les Japonais placent leurs détecteurs en profondeur afin de minimiser les interférences provenant d'autres particules. Outre les neutrinos, il existe d'autres particules élémentaires, au nombre de 17. La plupart de ces particules perdent de l'énergie en pénétrant dans le sol et s'arrêtent, mais les neutrinos peuvent traverser n'importe quoi. C'est pourquoi les détecteurs sont placés sous terre ou sous une montagne. Les scientifiques sont ainsi certains que les particules détectées seront des neutrinos. Mais évider une montagne n'est pas la première prouesse de construction qu'on a accomplie pour étudier ces particules. Imaginez, un neutrino parcourt 750 millions d'années-lumière et se retrouve enfoui sous la glace de l'Antarctique. Pourquoi? Car Ice Cube est là-bas. Non, pas le rappeur. Il s'agit d'un observatoire de neutrinos situé au pôle sud. Ce détecteur de particules a été fabriqué à partir de glace de l'Antarctique. Pourquoi ne pas utiliser de la glace quand il y en a en abondance? Le détecteur est situé non loin de la station Amundsen Scott, enfouie profondément sous terre, à environ 2500 mètres de profondeur. Bien sûr, pas besoin d'eau là-bas, il y a de la glace. Littéralement, des milliards de tonnes de glace recouvertes d'une grille de capteurs. Ils s'allument lorsqu'ils détectent le passage d'un neutrino et en observant leur emplacement, les scientifiques peuvent déterminer l'énergie et la direction du neutrino à l'origine du pic d'énergie. Grâce à ces informations, ils tentent de découvrir l'origine des neutrinos dans l'univers. Ce détecteur doit également être amélioré, mais ça ne sera pas terminé avant les années 2030. Détecteur contre tremblement de terre. Comme je l'ai déjà dit, l'un de ces détecteurs se trouve à l'intérieur d'une montagne au Japon, l'un des pays les plus actifs sur le plan sismique. Chaque année, environ 1500 tremblements de terre s'y produisent. L'un d'entre eux ne risque-t-il pas de détruire ce dont la construction a demandé tant de temps ? Eh bien, un jour, un tremblement de terre a en effet endommagé le vieux détecteur, brisant 60% des tubes photomultiplicateurs et il a fallu interrompre les recherches le temps de le réparer. Mais les ingénieurs ont promis d'en tenir compte lors de la construction du nouveau détecteur. L'Italie ensoleillée.
Vous saviez qu'un détecteur similaire a été installé sous une montagne en Italie, plus petit bien sûr. L'appareil, appelé Borexino, consiste en un réservoir de 18 mètres de haut qui contient 254 tonnes de liquide scintillant. Et c'est là qu'ont été détectées pour la première fois de rares particules fantômes issues de la fusion nucléaire à l'intérieur du Soleil. C'étaient également des neutrinos, mais des neutrinos spéciaux, des neutrinos solaires. De telles découvertes rapprochent l'humanité de la compréhension des réactions nucléaires brûlantes qui alimentent notre étoile. Un instantané de l'intérieur du Soleil. Notre étoile brise en permanence des atomes au plus profond d'elle-même pour créer sa lumière flamboyante. Comme ce chaos interne est enfoui sous les épaisses couches extérieures du Soleil, les scientifiques peuvent difficilement étudier ce qui se passe en profondeur. Mais des neutrinos peuvent provenir directement du centre du Soleil. C'est grâce à eux que des chercheurs ont obtenu l'une des images les plus détaillées du mystérieux monde intérieur du Soleil. D'ailleurs, ils ont créé cette image à l'aide de Borexino. La première carte de la Voie lactée. Mais ne croyez pas que tout est dû à Borexino. Il y a peu, des scientifiques ont remonté le fil de 60 000 neutrinos jusqu'à leur origine galactique avec Ice Cube et ils ont généré le tout premier portrait de la Voie lactée. Une image inédite car toutes celles qu'on avait obtenues auparavant avaient été prises à l'aide de la lumière visible. Dans le cas des neutrinos, il s'agit d'une carte faite de matière. Chasse dans les profondeurs. Les neutrinos sont partout, même dans le plus grand lac sur Terre. C'est là, dans le lac Baïkal, que des chercheurs russes ont immergé le plus grand détecteur sous-marin du monde. Ce dispositif sphérique, baptisé Baïkal Gigaton, est conçu pour détecter et observer les insaisissables neutrinos. Mais pourquoi dans ce lac ? C'est simple, son emplacement et la couche de glace qui le recouvre en hiver pendant 2 mois en font l'endroit idéal pour détecter les neutrinos. De plus, le Baïkal est le seul lac où l'on peut placer un détecteur de neutrinos car c'est le seul dont la profondeur est suffisante. Les zones riches en eau et en glace, comme les lacs et les glaciers, sont les meilleurs endroits pour détecter les neutrinos. Enfin, vous l'aviez compris, plus il y a d'eau, mieux c'est. Vous me devez un like. À plus.